Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance de découverte de l'entreprise. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au développement de l'entreprise. Commençons par la croissance de l'entreprise. La croissance de l'entreprise permet de profiter de deux types d'avantages, d'un effet taille et d'un effet d'expérience. L'effet taille correspond aux économies d'échelle, c'est-à-dire à la baisse du coût unitaire lié à un accroissement de la production. Cela s'explique par l'existence de coûts fixes. Prenons l'exemple d'une production de pizza surgelée. Le coût total, CT, se décompose en un coût fixe, CF, égal à 10 000 € par jour, et un coût variable proportionnel, CV, est égal à 1 € par pizza. Si la production s'élève à 10 000 pizzas par jour, CT est égal à 10 000 plus 10 000 est égal à 20 000. Le coût unitaire est alors égal à 20 000 € divisé par 10 000 pizzas, ce qui fait 2 €. Si la production est de 15 000 pizzas, CT est égal à 10 000 plus 15 000, ce qui nous fait 25 000. Le coût unitaire est alors égal à 25 000 € divisé par 15 000 pizzas, ce qui fait 1,67 €. Donc le coût unitaire diminue en produisant plus. Deuxième avantage, l'effet d'expérience. Voici la courbe d'expérience, qui est la relation entre le coût et le volume d'activité. Le coût diminue d'un pourcentage constant à chaque doublement du volume cumulé de production. L'ampleur de la baisse dépend de l'industrie concernée. Elle peut atteindre 30% dans l'aéronautique, 10% pour l'industrie automobile. L'entreprise qui détient la part la plus importante de la production cumulée est celle qui produira au meilleur coût. Comment expliquer l'effet d'expérience ? Première raison, les économies d'échelle. Deuxième raison, l'effet de taille qui implique le renforcement du pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs. Troisièmement, l'effet d'apprentissage qui conduit à une amélioration de la productivité du travail. Et enfin, l'innovation permet l'amélioration des procédés de production et d'automatisation, donc la substitution du capital au travail. La principale limite de l'effet d'expérience réside dans le poids financier des investissements nécessaires au doublement des volumes cumulés de production. Passons à l'investissement grâce auquel l'entreprise se développe. L'investissement peut être défini comme l'achat d'un bien de production. Par exemple, l'achat d'une machine est un investissement. À la différence des consommations intermédiaires, comme les matières premières par exemple, immédiatement détruites ou transformées au cours du processus de production, les investissements servent plusieurs fois dans le cycle de production. L'investissement peut être considéré comme un flux de dépenses permettant d'accroître le stock de capital. On peut distinguer différentes formes d'investissement. L'investissement brut est égal à l'investissement net plus l'investissement de remplacement ou amortissement. L'investissement net entraîne une augmentation du stock de capital. Il permet un accroissement des capacités de production. L'amortissement est réalisé pour compenser la diminution du stock de capital qui résulte de l'usure et de l'obsolescence. On peut différencier également investissement matériel et investissement immatériel. Par exemple, l'investissement matériel est l'achat de machines ou l'ouverture d'une nouvelle usine. L'investissement immatériel constitue une catégorie peu précise qui comprend des dépenses, notamment l'achat de services, dans le but d'augmenter durablement l'efficacité de l'entreprise. Par exemple, les dépenses de recherche et développement, l'acquisition de brevets, les dépenses de formation pour les salariés, les dépenses de marketing pour renforcer l'image de l'entreprise et de ses produits font partie de l'investissement immatériel. Autre distinction, investissement de productivité et investissement de capacité. L'investissement de productivité a pour but d'augmenter l'efficacité de la combinaison productive. Par exemple, l'acquisition d'une machine plus performante est un investissement de productivité. L'investissement de capacité ne transforme pas les méthodes de production,
mais vise à augmenter les capacités de l'entreprise. Par exemple, la construction d'une usine supplémentaire est un investissement de capacité. Investissement de productivité et investissement de capacité ont un effet sur l'emploi différent, du moins à court terme. L'investissement de productivité peut substituer du capital au travail. Il peut diminuer le niveau d'emploi. Au contraire, l'investissement de capacité permet une hausse de l'emploi. Quels sont les déterminants de l'investissement ? Il y en a 3 principaux. La demande anticipée, les prix relatifs des facteurs de production et enfin les profits attendus. Premièrement, l'entreprise investit parce qu'elle anticipe une demande élevée. Le principe d'accélérateur d'investissement fonctionne ici. Les fluctuations de l'investissement sont plus marquées que les fluctuations de la demande finale. La variation de la demande finale entraîne une variation plus que proportionnelle de l'investissement. Et cet effet d'accélérateur joue tant à la hausse qu'à la baisse. Deuxièmement, les prix relatifs des facteurs de production. Le prix relatif du travail et du capital influence l'investissement dès lors que les facteurs de production sont substituables, au moins partiellement. L'investissement est favorisé si le taux de salaire s'élève plus rapidement que le coût des biens de production susceptibles de remplacer les travailleurs. À long terme, on constate d'ailleurs une augmentation de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire une augmentation du stock de capital par travailleur. Le développement économique s'accompagne de choix productifs incorporant de plus en plus de capital. Enfin, les profits attendus déterminent aussi le niveau d'investissement. L'agent économique attend d'un investissement un revenu futur. Son objectif est de maximiser sa richesse. Cela vient de sa rationalité économique. L'investissement est un pari sur l'avenir. L'agent espère recevoir davantage demain qu'aujourd'hui. Il est également frappé par un coût d'opportunité. En investissant, il doit renoncer à la disponibilité immédiate de ses fonds. D'où la nécessité d'une gratification sous forme de rémunération. Investir, c'est donc prendre un risque. Plus le risque est élevé, plus fort est l'espoir de profit attendu. Risque et temps sont liés. L'avenir est incertain. L'investisseur n'a pas la possibilité de prévoir de façon précise le niveau de profit que lui procurera son projet à une période donnée. Le risque se transforme aussi dans le temps. Par exemple, un investissement innovant a au départ des chances minimes de générer des revenus, des profits. Les procédés ne sont pas au point. Le marché est inexistant. L'écoulement du temps permet d'améliorer les informations disponibles. Les possibilités du projet d'investissement s'éclaircissent donc, notamment en termes de création de revenus. L'évaluation du risque se modifie. Le taux d'actualisation permet de mesurer le prix du temps et le risque pris. Pour expliquer ce processus d'actualisation, considérons un industriel qui reçoit une somme S en T0 et désire calculer la valeur de cette somme en T1. ST1 est égal à ST0, facteur de 1 plus A, avec A le taux d'intérêt. Le calcul peut porter sur plusieurs années. Dans ce cas, on écrit STN est égal à ST0, facteur de 1 plus A exposant N. Un industriel peut faire aussi le calcul inverse. Il s'attend à recevoir une somme S en T1 et désire évaluer cette somme en T0. Dans ce cas, on écrit ST0 est égal à ST1 divisé par 1 plus A. ST0 est la valeur actuelle de ST1, c'est-à-dire la somme qu'il faudrait placer aujourd'hui au taux A pour obtenir ST1 dans un an. On parle pour A de taux d'actualisation. Sur plusieurs années, cela donne ST0 est égal à STN divisé par 1 plus A exposant N. Prenons un exemple chiffré. Une personne s'attend à recevoir un revenu de 300 € dans un an et les 2 années suivantes, 500 € la 4e année. Le taux d'actualisation est de 5%. Il nous faut faire donc le calcul suivant. 300 divisé par 1 plus 0,05 plus 300 divisé par 1
plus 0,05 puissance 2, plus 300 divisé par 1 plus 0,05 exposant 3, plus 500 divisé par 1 plus 0,05 exposant 4, ce qui fait 1228,32 euros. Pour résumer, le taux d'actualisation, et son inverse le taux d'intérêt, est le reflet du prix du temps. Il traduit la préférence des agents pour le présent. Le développement de l'entreprise peut passer soit par une croissance interne, soit par une croissance externe. La croissance interne se réalise par le biais de l'investissement. C'est un processus qui se déroule à l'intérieur des frontières de l'entreprise. Il passe soit par le développement des activités déjà existantes ou par la diversification, donc par de nouvelles activités. Plusieurs avantages de la croissance interne peuvent être identifiés. Elle préserve d'abord l'autonomie de l'entreprise. Cela permet d'éviter l'immixtion de tierces personnes dans la direction. C'est un avantage particulièrement apprécié dans les entreprises à capital familial et les petites et moyennes entreprises qui veulent maintenir un pouvoir de décision. Deuxième avantage, l'entreprise travaille sur un terrain connu, si elle ne fait pas le choix de la diversification. Ensuite, la croissance interne est un procédé moins onéreux que la croissance externe. Elle permet aussi de limiter, voire de réduire les tensions sociales. Elle peut être un facteur d'intégration du personnel. La croissance interne permet aux salariés de réaliser une carrière évolutive. Le personnel a le sentiment de pouvoir être associé au développement de l'entreprise. Enfin, dernier avantage, la croissance interne permet de limiter le problème de structure en adaptant progressivement les modes de fonctionnement. Avec l'accroissement du nombre de niveaux hiérarchiques, l'augmentation du nombre de départements, etc. On peut néanmoins repérer plusieurs inconvénients. C'est d'abord un processus lent, plus lent que la croissance externe. Puis l'entreprise peut manquer de fonds propres et ne pas pouvoir trouver les financements nécessaires auprès du système bancaire, surtout si c'est une PME. Si l'entreprise se diversifie, elle aura les mêmes difficultés qu'une nouvelle entreprise. La progression sur le nouveau secteur risque d'être lente, compte tenu du manque d'expérience dans le métier. Avec la croissance externe, l'entreprise poursuit une logique de croissance vers l'extérieur de ses frontières. Deux principaux procédés sont concernés par la croissance externe, le transfert d'actifs et la prise de participation. Les transferts d'actifs prennent eux-mêmes différentes formes. L'apport partiel d'actifs et la vente par une société d'une partie de ses actifs à une autre société. L'entreprise peut se dessaisir d'une branche d'activité annexe à son exploitation principale ou qu'elle n'arrive pas à valoriser. La fusion fait également partie des transferts d'actifs. C'est une opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés, en général de dimensions comparables, décident de réunir leur patrimoine pour ne plus former qu'une seule société. La fusion permet d'accroître la part de marché et de réaliser d'importantes économies d'échelle. C'est une opération lourde et complexe. De longs délais de négociation et de réalisation sont nécessaires. Une fois réalisée, la fusion nécessite l'intégration des éléments dans un ensemble cohérent. Elle pose donc un ensemble de problèmes. Des problèmes financiers avec l'évaluation des apports des différentes sociétés, des problèmes juridiques avec les problématiques de la protection des actionnaires, de la continuation des contrats de travail et des conventions collectives, et enfin des problèmes fiscaux dus à la plus-value de fusion. Contrairement à la fusion, l'absorption est la réunion d'entreprises d'inégales dimensions. C'est souvent une décision unilatérale. L'une des sociétés absorbe l'autre dans un net rapport de domination. L'entreprise absorbante étend sa part de marché et obtient des actifs critiques dont elle a besoin pour son développement. L'absorption est un mode de croissance répandu car un grand nombre de petites et moyennes entreprises ont des difficultés de croissance mais des atouts intéressants pour les grandes entreprises. De plus, il est plus simple d'intégrer une entreprise de taille plus petite dans une grande entreprise que de faire fusionner deux entreprises de taille comparable. Enfin, la scission est la dernière forme de transfert d'actifs que l'on peut distinguer. La scission simple apparaît quand une entreprise disparaît en répartissant son patrimoine entre deux ou plusieurs nouvelles sociétés.
Une fusion-scission implique qu'une société disparaît en réunissant son patrimoine entre deux ou plusieurs entreprises préexistantes. Passons maintenant aux prises de participation. Une prise de participation signifie qu'une société entre en possession d'un certain nombre d'actions d'une autre société. L'objectif est de s'assurer un certain contrôle sur une société. La possession de 5% en capital d'une société implique par exemple un contrôle minoritaire mais réel. Si la prise de participation dépasse 50%, le contrôle est majoritaire. La société contrôlée devient alors une filiale de la société mère. Différentes formes de prise de participation peuvent être distinguées. La participation simple est quand, par exemple, la société A possède 20% de la société B. La participation croisée se retrouve quand, par exemple, A possède une partie de B qui possède elle-même une partie de A. Pour la participation en cascade, c'est par exemple quand A possède 20% de B qui possède 40% de C. Enfin, la participation conjointe implique que deux sociétés prennent des participations dans une troisième, donnant naissance à une filiale commune. Quelles sont les techniques financières de la croissance externe? La transaction de gré à gré est quand l'entreprise négocie l'achat d'un nombre important de titres auprès de gros actionnaires de l'entreprise B. L'achat d'actions en bourse est également possible. Lorsqu'une société est cotée, l'entreprise A peut acheter des actions en bourse, souvent en plusieurs fois pour ne pas attirer l'attention de la société B. L'entreprise A peut aussi lancer une offre publique d'achat, une OPA. Une société dit alors clairement aux actionnaires d'une autre société qu'elle est prête à acheter leurs titres à un cours supérieur au cours de la bourse. L'OPA peut ne porter que sur une partie des titres ou sur leur totalité. Elle peut être amicale. A cherche alors à s'unir avec B. Elle peut être inamicale ou hostile. Le but de A est de démanteler l'entreprise B. L'entreprise attaquée peut se défendre par une contre-OPA. Elle peut surenchérir sur le prix proposé. Très souvent, elle n'a pas les moyens financiers de contre-attaquer et doit chercher de l'aide auprès de C, auprès d'une troisième entreprise. Des termes guerriers sont alors utilisés. A est l'attaquant, B est la cible, C est le sauveur ou le chevalier blanc. L'OPA peut donner lieu à un délit d'initié. Les spéculateurs informés peuvent alors gagner des plus-values importantes. Enfin, dernière technique qui peut être utilisée pour la croissance externe, profiter d'une offre publique de vente, une OPV. L'entreprise A achète des titres de B quand B désire vendre. Cela peut se produire lors d'une augmentation de capital, lors d'une introduction en bourse ou lors d'une privatisation. B peut prendre des mesures pour éviter de s'exposer à une prise de contrôle par une autre société. Par exemple, elle peut prévoir l'émission de titres réservés en priorité aux actionnaires déjà présents dans la société. Enfin, quels sont les avantages et les inconvénients de la croissance externe? Les avantages d'abord. C'est un modèle de croissance rapide. Dans certains cas, c'est le seul mode de croissance qui permette de pénétrer un nouveau marché ou de diversifier sa production. Enfin, lorsqu'une entreprise veut éliminer un concurrent, elle peut passer par une opération de croissance externe. Pour ce qui est des inconvénients, il s'agit d'un mode de croissance coûteux. Ensuite, il est très souvent nécessaire de réorganiser le nouvel ensemble, ce qui peut entraîner des réductions d'effectifs salariés, ainsi que la révision de la gestion de l'entreprise. Enfin, une limite de législation à la croissance externe est posée. La législation sur la concurrence, notamment la politique de concurrence de l'Union européenne, restreint ce mode de croissance. La politique de la concurrence de l'Union européenne comprend 3 volets. Premièrement, l'interdiction des ententes, c'est-à-dire un accord entre plusieurs entreprises dominant le marché sur le niveau de prix ou la quantité de production. Ensuite, il y a l'interdiction des abus de position dominante. L'Union européenne ne condamne pas en soi la position dominante, mais seulement son abus. Par exemple, si une entreprise dispose de 80% d'un marché et décide de baisser massivement ses prix, elle agit clairement de manière abusive et nuisible à la concurrence.
Enfin, et c'est surtout ce point qui concerne le mode de croissance externe, le contrôle des concentrations fait partie de la politique de la concurrence de l'Union. La Commission européenne contrôle en amont les projets de fusion présentés par les entreprises et donne ou non son accord. L'entreprise qui se développe peut avoir à faire le choix entre intégration horizontale et intégration verticale. L'intégration horizontale signifie que l'entreprise s'étend en acquérant des entreprises concurrentes ayant la même activité et le même marché cible. Elle met sur le marché des produits qui sont plus ou moins substituables. Quelles sont les motivations d'une telle stratégie ? Cela peut venir de la recherche d'avantages concurrentiels, la limitation de la concurrence et l'augmentation des parts de marché. L'intégration horizontale permet alors de concurrencer plus efficacement les entreprises tierces. Deuxième motivation possible, l'effet de synergie. Les entreprises qui sont complémentaires ont tout intérêt à s'associer. Par exemple, une entreprise a un fort potentiel commercial, une autre a une capacité de production inemployée. Autre exemple, une entreprise avec une capacité de financement mais une activité stagnante, une autre avec un potentiel de croissance mais aux ressources financières limitées. Troisième motivation, l'atteinte de la masse critique des investissements. Il existe une taille minimale qu'impose le marché à une entreprise, une étape à franchir dans l'évolution de l'entreprise. L'intégration horizontale permet alors d'atteindre sans délai la masse critique. Enfin, dernière motivation, l'accès au marché international. La pénétration des marchés étrangers est souvent difficile en raison de multiples obstacles. Des obstacles réglementaires, normes de sécurité, d'hygiène et techniques, des obstacles tarifaires, droits de douane, taxes à l'exportation, des obstacles administratifs, ignorance des règles juridiques et des procédures, des obstacles culturels, méconnaissance des comportements et habitudes des consommateurs. Par conséquent, les entreprises préfèrent passer des accords avec des sociétés étrangères ou bien prennent le contrôle de ces sociétés pour pénétrer le marché étranger. Quant à l'intégration verticale, elle consiste en la réunion dans une même entreprise de deux activités de production telles que le produit de l'une soit un facteur de production de l'autre. C'est la stratégie de filière. Élaborer par étapes successives un produit final pour satisfaire le marché. Il y a le cœur de filière, l'amont, l'aval et les activités périphériques. Une entreprise peut avoir une stratégie de maîtrise de la filière. Vers l'amont, il peut s'agir de contrôler la régularité, la qualité et le coût de l'approvisionnement. Il s'agit aussi d'éliminer par des barrières à l'entrée les autres utilisateurs de la matière première. Enfin, de réaliser par un effort de recherche des innovations technologiques. L'entreprise peut mettre en place une stratégie vers l'aval, s'assurer des débouchés réguliers et importants, contrôler le circuit de distribution pour en réduire les coûts et créer des barrières à l'entrée pour éliminer les concurrents peuvent être également des options. La maîtrise de l'ensemble de la filière est quant à elle seulement accessible aux grandes entreprises. Une stratégie alternative est le verrouillage des points clés de la filière. S'assurer des approvisionnements, obtenir un monopole de distribution, détenir la maîtrise technologique de la fabrication, du cœur de filière, ou de composants stratégiques indispensables, comme les brevets, peuvent faire partie de cette stratégie. La détermination des stades critiques de la filière est utile pour contrôler les stades de la filière où se réalisent les profits les plus élevés. Enfin, l'intégration des activités périphériques peut être envisagée. Les services périphériques d'accompagnement, le réseau de distribution ou les circuits de financement, sociétés d'assurance, établissements de crédit orientés vers les clients, peuvent être intégrés. Enfin, l'entreprise peut choisir entre diversification et spécialisation. La spécialisation est la concentration des activités de la firme sur son champ actuel. L'objectif est de répondre à une demande de plus en plus précise. Par exemple, ajouter à sa gamme un nouveau produit fait partie de la spécialisation. Quant à la diversification, elle consiste en l'élargissement du champ d'activité initial à d'autres métiers.
Ce choix entre diversification et spécialisation trouve un argument théorique dans les idées de cycle de vie du produit et de cycle de vie du métier. Le cycle de vie du produit est une théorie de Raymond Vernon. Les produits se comportent comme des êtres vivants. Ils ont un cycle de vie en 4 phases. Première phase, le lancement du produit. Le marché est alors monopolistique ou oligopolistique. Les standards techniques du produit ne sont pas encore définis. Deuxième phase, la croissance. Les ventes se développent, mais de nombreux concurrents apparaissent. Des besoins d'investissement massifs sont nécessaires pour acquérir ou conserver sa position concurrentielle. Troisième phase, la maturité. Il y a peu de nouveaux concurrents. Les produits dégagent des marges importantes. Il n'y a pas besoin d'engager de nouveaux investissements. Enfin, dernière étape, le déclin du produit. Le produit est alors vieillissant. Plusieurs critiques de la théorie du cycle de vie du produit peuvent être formulées. C'est un instrument qui est censé prédire l'évolution du secteur. Le problème est qu'un seul mode d'évolution est proposé. C'est donc une vision déterministe des choses. L'évolution réelle des produits emprunte en fait des voies différentes. Le cycle de vie ne se vérifie pas toujours. Autre théorie, le cycle de vie du métier. Comme le produit, le métier, c'est-à-dire l'ensemble des compétences nécessaires pour produire, connaît un cycle de vie. Mais il n'y a pas forcément de lien entre cycle de vie du produit et cycle de vie du métier. Le vieillissement du produit ne s'accompagne pas forcément du déclin du métier. On a l'émergence de produits de substitution par exemple. Pour faire le choix entre diversification et spécialisation, l'entreprise doit premièrement examiner son ou ses métiers. L'évolution de ses compétences est peut-être nécessaire. De plus, la maîtrise détenue dans une activité peut être réinvestie dans une autre activité, quand la demande de la première décline. Deuxièmement, l'entreprise va identifier la phase de maturité du produit, phase déterminante avant la phase de déclin, fatale pour l'entreprise monoactivité. Envisager une stratégie de remplacement est parfois nécessaire. Lancer un nouveau produit de la même gamme ou envisager la diversification. Intéressons-nous plus précisément au choix de la diversification. Différents modes de diversification existent en fonction du degré d'éloignement et du degré de risque pris. Premier mode, le renforcement des activités existantes. L'entreprise est en position de suiveur par rapport aux concurrents. Mais la marge de manœuvre est limitée. Il n'est pas possible d'investir des capitaux importants. Deuxième mode, la diversification par redéploiement. Il s'agit d'une entreprise dont le métier atteint une phase de maturité avancée. Il est alors nécessaire de reconvertir une partie des activités pour assurer un taux de croissance suffisant. Autre mode de diversification, la recherche d'une activité de survie. L'entreprise doit se reconvertir sous peine de disparaître. Mais elle dispose de faibles ressources financières le plus souvent. Elle doit trouver un domaine à forte rentabilité immédiate. Enfin, le lancement de liquidités est le dernier mode de diversification que l'on peut distinguer. Elle s'applique aux leaders d'une branche de production qui place des liquidités dans une nouvelle activité. Le concept de portefeuille d'activité nous permet également d'appréhender la diversification. L'entreprise divise le risque en diversifiant le portefeuille. On distingue 4 catégories de produits faisant partie de ce portefeuille. Premièrement, les vedettes sont des produits à forte croissance. L'entreprise détient une forte part de marché. Ces activités dégagent des liquidités excédentaires. Elles nécessitent des investissements pour leur développement. Deuxièmement, les vaches à lait. L'entreprise a une part de marché importante, mais a un faible taux de croissance de marché. Ces produits ont atteint une phase de maturité. Ils ne nécessitent pas de forts investissements, mais permettent de financer de nouvelles activités. Troisièmement, les dilemmes concernent des secteurs en forte croissance. Ils requièrent des investissements importants, mais l'entreprise occupe une faible position sur ce marché. Il lui faut choisir entre tenter d'acquérir une forte part de marché ou abandonner le produit. Enfin, les canards boiteux sont des produits pour lesquels l'entreprise a une faible part de marché.
Il concerne des secteurs à faible croissance. Ce sont des produits en phase de déclin. L'entreprise doit se débarrasser du produit. Passons maintenant au choix de la spécialisation. Une stratégie de recentrage sur le métier d'origine est à l'œuvre dans les grandes entreprises depuis les années 1970. Il s'agit de rechercher un principe de cohérence dans le développement, accompagné d'une stratégie d'externalisation de certains stades du processus de production. Prenons l'exemple du groupe Thomson pour illustrer ce concept de recentrage sur le cœur de métier. Au début des années 1980, Thomson est nationalisé. L'objectif est alors de créer un pôle français de l'électronique couvrant l'ensemble du secteur. Électronique grand public, électronique de défense et aérospatiale, composants électroniques. Mais l'ouverture internationale et européenne fragilise ce projet. Dans chaque métier, Thomson atteint une taille insuffisante pour rivaliser avec les leaders mondiaux. À la fin des années 1980, le groupe est privatisé et se scinde en 3 activités indépendantes. Chaque nouvelle entreprise s'allie avec d'autres du même secteur pour former 3 groupes indépendants de taille mondiale dans leur spécialité. ST Microelectronics dans les composants électriques, notamment les puces électriques. Thales dans l'aérospatiale et la défense. Technicolor dans les systèmes de vidéo et images numériques destinés aux professionnels. Technicolor qui a abandonné l'électronique grand public au milieu des années 2000. Technicolor est encore propriétaire de la marque Thomson, utilisée seulement sous licence par d'autres entreprises. On distingue enfin 2 formes de spécialisation. La concentration sur un segment de marché, appelé politique de gamme, d'une part, et d'autre part la concentration géographique, c'est-à-dire le choix d'un marché cible. Enfin, pour finir ce chapitre sur le développement de l'entreprise, abordons la question de la constitution des groupes d'entreprises. Un groupe d'entreprises peut se constituer quand une grande entreprise détient des actifs importants, a des prises de participation dans d'autres entreprises et a aménagé des relations de coopération et de partenariat avec d'autres unités économiques. C'est un éclatement des frontières de l'entreprise. Historiquement, les premiers groupes font leur apparition dès les premiers pas du capitalisme. Mais les groupes ont surtout pris de l'importance depuis les années 1960. Ils ont joué un rôle significatif dans la mutation des appareils productifs, notamment à partir des années 1970, et dans la mondialisation de l'économie. Des logiques de pouvoir existent au sein d'un groupe entre les différentes entreprises du groupe. Vis-à-vis de l'extérieur également, les groupes détiennent un réel pouvoir. Ils pèsent sur leur environnement économique et social et influent sur leur milieu du fait de leur poids. Il est difficile de cerner les contours d'un groupe. Son existence n'est pas consacrée par des structures juridiques. Il n'a pas d'existence légale, mais seulement économique. Ses frontières sont changeantes. Elles se modifient au fur et à mesure du développement du groupe. On peut distinguer 3 types de relations entre les différentes entités du groupe. Les liaisons financières concernent le degré de participation d'une société A au capital d'une société B. La maison mère participe au capital d'autres entreprises qui peuvent être des filiales quand la maison mère détient 50% et plus du capital. Deuxièmement, des liaisons personnelles existent. Les mêmes personnes se retrouvent au poste de direction de plusieurs entreprises. Enfin, des liaisons économiques se tissent. Quand ces relations économiques deviennent régulières, une structure assez stable voit le jour. La question de la cohérence entre les différentes unités se pose. C'est la question plus précise de l'existence d'un pouvoir central capable de surmonter l'hétérogénéité des filiales. 2 types de logiques dans la gestion des groupes peuvent être distingués. La logique économique ou industrielle se fonde sur la recherche de l'efficacité dans l'allocation des ressources. L'objectif est alors le renforcement de la compétitivité de l'entreprise. Le groupe va développer une politique de produits et de marché, également de valorisation de l'expertise technologique. Au contraire, la logique financière exige la recherche de l'optimisation du portefeuille d'actifs, titres et placements de liquidités. Elle se concentre sur la gestion des participations détenues dans d'autres sociétés. Sur la base de ces 2 logiques,
économique ou industrielle et financière, les groupes peuvent connaître une évolution au cours de leur développement. À l'origine, la logique économique ou industrielle préside à la constitution d'un groupe. La société mère est une société productive avec un pouvoir dominant sur ses filiales. Avec son développement néanmoins, l'actif financier prend une place importante. La société mère devient alors une holding mixte. Elle a à la fois une activité productive et une activité financière consistant en la gestion des filiales et des prises de participation. Puis, troisième phase, la société mère abandonne toute activité productive pour se consacrer à la seule gestion des filiales. Elle devient alors une holding pure. Parallèlement, une stratégie de diversification de type congloméral peut être suivie avec la poursuite de la logique financière. Le groupe est alors constitué d'entreprises aux activités très différentes. L'objectif étant d'assurer la plus grande rentabilité immédiate des capitaux. Et voilà, c'est fini pour ce chapitre de découverte de l'entreprise consacré au développement de l'entreprise.